avec des partenaires d'autres pays. Plusieurs voix dans l'entourage d'Emmanuel Macron évoquent la nécessité pour l'économie française de changer de position quant aux sanctions contre la Russie. Jean-Pierre Chevènement, représentant spécial de la France pour la Russie, s'est exprimé en ce sens. Troisième info du jour, suite de notre présentation du salon Vivatech. Aujourd'hui débute la première journée du salon Viva Technologie. C'est ouvert jusqu'au 26 mai, porte de Versailles. Il est destiné principalement aux professionnels, donc start-up, investisseurs, etc. Mais le grand public peut aussi s'y rendre la journée du 26 mai pour des tarifs de 10 à 25 euros. Vous avez la possibilité de réserver vos places sur le site de sortiraparis.com. Cette troisième édition du salon Vivatech ouvrira ses portes à 7h30 en présence d'Emmanuel Macron. Ce matin, tout à fait. Sa présence fait écho au sommet Tech for Good organisé hier à l'Elysée avec une cinquantaine de leaders de la tech, dont Mark Zuckerberg, donc patron de Facebook. Ils ont réfléchi sur la façon dont les technologies pouvaient impacter positivement le monde. Donc, il sera aussi l'invité vedette du premier jour de ce salon. Quelques informations sur le programme de samedi. Donc de 9h à 18h, Orange permet de découvrir la réalisation de stickers avec une découpeuse vinyle, la fabrication de meubles design avec une imprimante 3D, mais aussi l'emballage d'objets en bois. De 9h à 18h, la RATP vous met au défi de faire une maquette en 2 heures top chrono du moyen de transport imaginé à l'aide des matériaux à disposition. Ou encore IBM qui vous offre la possibilité de prendre le contrôle d'un vaisseau grâce au casque de réalité virtuelle. Parmi toute cette agitation, vous trouverez plus de 8000 startups du monde entier, comme les startups du luxe ou dans le e-commerce à Peak Media, ou encore Algicnic dans le développement durable. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur vivatechnologie.com, technologie avec un Y. Exactement. Et puis pour les journées d'aujourd'hui et de demain, vous pouvez assister à des batailles de pitch. Place aux femmes, une conférence spéciale Girl Power en un Equality Lounge avec du coaching et des témoignages, tout un programme pour renforcer la place des femmes dans la tech. Alors, nouvelles technologies, transformation digitale, innovation, marketing digital. Vous êtes peut-être un des talents recherchés par les grands groupes et les startups qui seront présents à Vivatech. Allez-y, découvrez 500 offres disponibles sur le job board Talent Connect proposé par Manpower Group. Leurs partenaires inviteront directement les profils qui les intéressent pour les rencontrer pendant Vivatech. Vous avez une idée de start-up, allez-y aussi, assistez aux ateliers, rencontrez les personnes qui vous aideront à concrétiser vos projets. Et puis encore du coaching avec Nos quartiers ont des talents, toujours à Vivatech bien sûr. Une grande cause spéciale, une chance pour chaque jeune avec make.org. Un vrai jeu d'enfant, c'est-à-dire un atelier de code et un hackathon seront proposés samedi, tout un programme et des animations conçues spécialement pour les enfants, ainsi que RoboFight. Makers, entrez donc dans l'arène de RoboFight à Vivatech ce samedi 26 mai, en partenariat avec Technistube et Tech Shop. Et mesurez-vous au Challenger, ça veut dire que vous pouvez former des équipes et puis combattre avec, bien sûr, des gens que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller entre amis. Alors, quatrième info du jour, Jérômine, un point science et nature pour finir. Les envahisseurs sont arrivés? Oui, on va parler des vers de terre. Donc, des vers plats à tête de marteau en provenance d'Asie sont arrivés en France. Ils sont dans notre pays depuis au moins 20 ans, pourtant ils sont passés inaperçus. Donc, il y a au moins 4 espèces de vers à tête plate. Leur spécificité, ils font généralement 40 cm de long avec une tête plate, donc ils sont plutôt grands. Ils tuent leur proie, principalement nos lombriques, en envoyant un poison qui foudroie le ver. Donc il s'agit de la tétrodotoxine. C'est un neurotoxique qui est extrêmement puissant et qui se trouve dans la tête du ver plat. Donc il commence par immobiliser sa proie en s'entourant autour du ver, puis il tue avec son poison. Donc avec ses sécrétions issues de son tube digestif, il dissout sa proie et enfin il aspire le jus de l'animal. Donc selon Jean-Loup Justine, professeur au musée d'histoire naturelle de Paris, ce ver est une menace potentielle pour notre biodiversité. Sans nos lombriques, notre écosystème pourrait être bouleversé. Ils représentent 80% des animaux du sol. Ils aèrent et fertilisent le sol en remuant constamment. Ils nourrissent beaucoup d'animaux comme les oiseaux, les taupes ou les hérissons. Donc leur disparition serait un problème écologique majeur. La Bretagne est particulièrement touchée par ce phénomène.
Pour le moment, il n'y a pas de solution trouvée pour éradiquer ce ver. Cependant, nous conseillons de ne pas transporter de pots de fleurs infectés et de recueillir au maximum d'informations sur ces nuisibles. Ils ne sont pas directement nocifs pour l'homme. Évitez tout de même de les toucher avec les doigts, car attention aux allergies. Merci Jérôme pour les infos du jour. Tout de suite, nous allons retrouver Hugues Portelli, président de l'Union des maires du Val d'Oise, à qui nous allons demander ce qu'il a compris des commentaires présidentiels sur le rapport Borloo et de son projet pour les banlieues. Hugues Portelli, bonjour. Merci d'être avec nous sur IDFM. Alors, en tant que président de l'Union des maires du Val d'Oise, puisque je rappelle que vous êtes également maire de Taverny, d'Hermont, pardon. Que retenez-vous de ces commentaires? Un discours de plus d'1 heure d'ailleurs, où il a commencé par dire l'État doit changer sa stratégie, tout comme les métropoles. Ça diminue. Disons qu'il a parlé de... Voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi, on a bien compris que l'État n'allait pas injecter comme ça de l'argent, mais par contre peut-être, enfin moi, on n'en a pas. Ok, donc la question qu'on peut se poser, enfin en tout cas moi j'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit, notre président, il a fait un appel à une mobilisation générale. Il souhaite des rendez-vous réguliers avec toutes les instances. Quand je parle d'instances, ça veut dire pour moi les maires, les communautés de communes et les 120 plus grandes entreprises. Est-ce que vous avez compris la même chose? Elles s'en vont.
Alors justement, Hugues Portelli, en tant que président de l'Union des maires du Val d'Oise, moi j'ai aussi entendu que le président Emmanuel Macron disait que des plans seront dévoilés en juillet. L'avez-vous aussi entendu? Il n'y a plus personne. Alors finalement, vous diriez que ces commentaires du plan Borloo, c'est une opération de communication, comme disent beaucoup, ou est-ce que vous voyez de véritables mesures? Alors, donc, il a quand même annoncé quelques mesures. Il a dit que l'ANRU était un très bon instrument, il fallait le remettre à niveau et qu'il. Voilà. Et, voilà. Ah oui, donc finalement, il ne reste plus rien pour les autres. Alors, il y a un point qui m'a un petit peu interpellée, c'est qu'il dit qu'il faut rééquilibrer pour tous les territoires et non pas parler en quartier. On n'arrête pas de mettre des gens qui sont défavorisés dans les quartiers défavorisés. Il va falloir répartir, donc moi c'est ce que j'ai compris, les populations et les répartir partout dans les communautés de communes. Mais est-ce que c'est possible ça? Donc, alors, autre mesure que j'ai retenue, c'est donc l'émancipation par l'école, ça c'est important. L'obligation scolaire à 3 ans, ça je l'ai déjà annoncé. Mais il souhaite ouvrir d'autres crèches en finançant 1000 euros par enfant. Or, la maire de Bondy s'est exprimée hier en disant qu'une place en crèche coûtait entre 10 à 12 000 euros. Vous êtes d'accord avec ces chiffres? Parce que ça, bien sûr. Oui, mais je vois pas. Enfin, il me semble que pour certaines communes, ça sera difficile de créer des places de crèche qui coûtent 12 000 euros. Moi, je suis quand même interloquée par ce tarif de 12 000 euros par an, malgré tout. Je m'étonne qu'on puisse pas baisser un petit peu le coût d'une place en crèche.
Et enfin, autre mesure que j'ai entendue, c'est pour, enfin deux autres, c'est l'emploi et puis l'accès à la formation supérieure, où il a dit qu'en formation supérieure, on est moins bon qu'il y a 30 ans. Et pour l'emploi, il souhaite créer 30 000 places de stage avec des bourses de stage. Est-ce qu'en Val d'Oise, on a du mal à trouver des stages? Merci Hugues Portelli, en tant que président d'Union des maires, d'avoir été sur IDFM avec nous ce matin. Donc, comme vous avez bien résumé en disant que pour vous, le président botte en touche, en disant qu'il va se laisser le temps de la réflexion et vous trouvez que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Merci beaucoup, à bientôt sur notre antenne et bonne journée. Tout de suite, nous allons faire une toute petite pause musicale avant de retrouver Bruno pour sa chronique culinaire du jour. Alors, on a très peu de temps du coup. Donc, après Bruno, on enchaîne avec vous, parce qu'après, on passe... Pardon? Après Bruno, on enchaîne avec la start-up du jour. Ok. Et ensuite, on enchaîne le grand entretien. On a PAD? tout juste le temps. Ouais. Ok. Par contre, vous m'avez rajouté un fichier là. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Émission des films zéro mixage, c'est quoi ça? J'ai rien. Non. Mais il était dans votre dossier. Il était dedans, je l'ai laissé. Moi, j'ai pas touché. D'accord, ok. Donc sans le dire, on ne l'est pas. Ah, vous prenez ce qu'on a fait hier. Ok. 14h30. Intéressant ce qu'il dit. Ouais. Pragmatique. Ah oui, très. C'est bien ce qu'il disait. Ouais. Bon, bah tant mieux. Moi, je m'en rends pas compte puisque je suis dans je suis dans mon idée, donc j'écoute ce qu'il me dit pour pouvoir rebondir au niveau des questions. Donc. Oui, on a le sport. Le. Oui, c'est ce que je dis. Oui, non, parce que. Bruno, tu mettras bien le micro en face de toi parce que là, il est à côté. Ah oui, je donc, l'ai enlevé exprès, oui, parce que je m'étais mis comme ça. Je m'étais vautré sur la table. Ouais, non, mais si tu veux. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que. Oui, mais je le fais tout le temps, mais je l'enlève. Non, mais le mardi, la chroniqueuse du mardi, elle a commencé à parler sur micro. Et moi, je lui faisais des signes, elle comprenait pas. C'était drôle. Ouais, c'est- En plus, il faut bien viser et tout parce que dès qu'on tourne la tête, ça détend. Ouais. Ouais. Donc là, ça fait combien de temps? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vois. Là, ça fait. Dure combien? Ça doit faire 2-3 minutes là. Ça fait déjà 2 minutes? On y retourne. Allez. Allez, ça, bon morceau, c'est pas. Bah oui. Nous voici de retour. Vous avez reconnu la voix d'Ed Sheeran sur IDFM. Et tout de suite, la chronique culinaire de Bruno. Quel secret aujourd'hui, Bruno? Bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une terrine. Alors, n'ayez pas peur, une terrine, ça peut être facile et ça bluffe toujours vos invités. C'est quand on fait ce genre de plat qu'on entend souvent cette petite phrase qui fait tellement plaisir. Mais c'est toi qui as fait ça? Eh oui, c'est moi. Enfin, ce sera vous. On va donc faire une terrine de canard confit et chou vert avec une vinaigrette aux noix. C'est une entrée très agréable et vous allez voir, ce n'est vraiment pas compliqué. Là, on part pour une recette pour 4 à 6 personnes. Il vous faut donc 4 cuisses de canard confit, 2 oignons moyens, 4 grandes feuilles de chou vert, 30 g de beurre, une cuillerée à soupe rase de sucre roux, du sel, du poivre. Pour la vinaigrette, il vous faut 8 cerneaux de noix, une cuillère à café de miel liquide, 2 cuillères à soupe d'huile de noix, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Allez, vous avez tout ça, c'est parti, on entre en cuisine. Pour commencer, il faut éplucher et émincer les oignons et les faire fondre 10 minutes à peu près dans une casserole avec le beurre sur feu moyen. Vous salez et poivrez. Vous ajoutez le sucre et faites cuire encore 10 minutes sur feu doux jusqu'à ce que les oignons soient légèrement caramélisés. Vous faites chauffer les cuisses de canard dans leur graisse sur feu doux dans une poêle.
Vous retirez la peau et désossez les cuisses. Vous hachez grossièrement au couteau, ça suffit, la chair et vous mélangez avec 4 cuillères à soupe de graisse que les confits auront rendue. Vous plongez les feuilles de chou 5 minutes dans une grande casserole d'eau bouillante salée. Vous les égouttez et les plongez dans l'eau froide afin de bloquer la cuisson et de garder une belle couleur verte aux feuilles. Vous chemisez une petite terrine de 15 cm de long sur 8 cm environ d'un film alimentaire, c'est-à-dire que vous tapissez le fond de la terrine et les côtés avec le film. Ensuite, vous chemisez à nouveau cette fois avec les feuilles de chou en les laissant déborder sur les côtés. Après, c'est très simple. Vous étalez la moitié de la chair de canard dans le fond de la terrine, vous répartissez les oignons dessus, puis remettez une couche de canard, ainsi de suite. Vous rabattez les feuilles de chou sur le dessus et pressez légèrement avec le dos d'une grande cuillère. Vous placez la terrine au frais pour au moins 8 heures. C'est donc un plat, c'est une entrée, je crois l'avoir dit tout à l'heure, c'est qu'il faut préparer un jour ou 2 à l'avance. Avant de servir, vous préparez la vinaigrette, c'est-à-dire que vous faites tiédir le vinaigre dans une casserole avec le miel, le sel et le poivre. Hors du feu, vous ajoutez l'huile en fouettant, puis vous ajoutez les noix hachées. Au moment de servir, vous n'avez plus qu'à démouler délicatement la terrine, à la couper en tranches. Vous servez la terrine avec la vinaigrette tiède et des tranches de pain toasté. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Vous allez voir, c'est moelleux à souhait. Et vous pourrez alors vous dire, eh bien oui, c'est moi qui ai fait ça. Bon appétit et à très bientôt. Merci Bruno, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tout de suite, place à notre start-up du jour, c'est Youpi Job. Bertrand Tournier, comment avez-vous eu l'idée de créer ce nouveau service? Bonjour. Et que proposez-vous? Donc comment j'ai eu l'idée? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une période de ma vie où j'avais très peu de temps et à ce moment-là je devais organiser mon anniversaire et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de site pour trouver quelqu'un dans un cas légal et sécurisé et aussi quelqu'un sur lequel j'aurais des éléments de confirmation sur ses compétences. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer cette plateforme-là qui aujourd'hui est une plateforme de service à domicile entre particuliers et qui finalement apporte des garanties aux 2 types de profils qui se rencontrent et qui sont complémentaires sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, donc, c'est un site internet, cette plateforme, comme on dit, pour expliquer aux auditeurs qui ne savent pas ce que veut dire le mot plateforme. C'est un site internet sur lequel on peut trouver n'importe quel service. Alors, pas n'importe quel service, tous les services qui sont éligibles et à destination du domicile. Donc, service à domicile, service à la personne. Donc, notamment les grands services qui sont connus comme le ménage, le jardinage, le babysitting, mais également une catégorie qui est assez forte chez nous d'ailleurs, c'est le petit bricolage. Je viens d'acheter un meuble à monter, eh bien on peut venir faire une demande de service pour faire assembler ce meuble à domicile. Alors, vous avez créé cette start-up Youpi Job, donc cette plateforme informatique, quand? Alors, elle a été lancée en 2013 et on a travaillé pendant 1 an et demi, presque 1 an et demi sur l'aspect administratif de la mise en relation et on a vraiment commencé notre activité en mars 2015. Et chaque année, le nombre de services double d'année en année. Alors on peut dire qu'au bout de quelques années, donc 5 ans, mais peut-être 4 ans seulement maintenant d'activité, quel bilan? Non, le bilan il est très positif. La vision c'était de rendre le service à domicile accessible par l'usage. Donc sur Youpi Job, on fait une demande de service en 3 clics. On a des réponses en 5 minutes et par le prix. Il faut que tout le monde puisse consommer du service. L'éloignement familial, les temps de transport fait qu'on a de moins en moins de temps dans son quotidien, le temps de travail. Donc se faire aider à domicile, ça ne doit pas être un produit inaccessible. Sur le site, on va être 30 à 40% moins cher que dans une agence de service à domicile. Quand on compare au prix des artisans qui ne font pas ces petits métiers, un bricolage, là on peut être 3 à 4 fois moins cher. Encore une fois, ils n'interviennent pas sur le petit bricolage. Et c'est en ça aussi on l'a rendu accessible par le prix. Donc ça veut dire que si je tape une demande, je vais avoir plusieurs peut-être propositions de personnes qui veulent bien faire ce service que je demande à des tarifs différents et c'est moi qui choisis mon tarif finalement. C'est ça que vous voulez nous dire? Exactement, mais nos formulaires vous aident à définir un tarif qui respecte le minimum légal, qui va aussi rémunérer plus correctement le prestataire de ménage ou de bricolage que ce qui serait rémunéré par exemple dans une agence. Donc quand on est indépendant et qu'on veut lancer son activité, c'est plus lucratif de le faire sur une plateforme comme Youpi Job. Et puis ensuite, on va recevoir effectivement des propositions. Mais avant ça, il faut savoir que chaque profil est vérifié en termes d'identité, mais aussi on va vérifier la carte vitale. Oui, parce que Youpi Job est mandataire tiers déclarant, donc on va faire le déclaratif
entre le particulier employeur et le particulier et le prestataire de service. Donc moi, le particulier qui demande un service via votre plateforme ou youpjob.fr, je n'ai pas besoin de faire de papier administratif, c'est vous qui faites tout. Exactement. Là aussi, on a innové. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Mais en un seul clic, vous déclarez. Derrière, c'est nous qui travaillons auprès de l'URSSAF pour remonter toutes les informations, le nombre d'heures, la rémunération horaire. Et donc, vous pouvez bénéficier l'année d'après de 50% sur vos impôts. C'est vous qui envoyez donc ce fameux certificat permettant de le joindre à nos impôts. Tout à fait, on s'occupe de tout. Vous occupez de tout. Donc je rappelle ce qu'il faut taper, ou rappelez-le peut-être vous directement. Oui, comment voilà, fait-on? youpjob.fr est disponible partout en France. Alors vous avez quand même, dernière question, vous avez des régions où vous êtes plus présent que d'autres en France? Alors évidemment les grandes agglomérations, c'est-à-dire l'Île-de-France, et puis après les grandes villes de France, souvent pour des sujets de temps. Hein. On a de moins en moins de temps dans son quotidien, on entend les gens dire souvent à la terrasse de café, oh, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. C'est encore plus vrai dans les grandes villes à cause des temps de transport notamment, et donc c'est là où il y a la plus forte demande. Alors on peut peut-être faire un appel à des gens qui veulent proposer des services, qu'ils vous contactent aussi. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, tout à fait, donc ils peuvent se rendre sur youpjob.fr, ils vont cliquer sur devenir jobber, c'est comme ça qu'on appelle les prestataires sur notre plateforme, et puis ensuite ils vont remplir un formulaire pour qualifier leur profil, pour certifier leur identité, et très rapidement ils vont pouvoir commencer à proposer leurs services. Donc combien je peux penser être rémunéré en moyenne selon un service? Est-ce que vous pouvez donner des idées de Oui, coûts bien sûr, avec des services? Tout à fait, sur des prestations de ménage, on va pouvoir être rémunéré entre 11 et 13 euros de l'heure. Sur des prestations de bricolage en moyenne 17-18 euros de l'heure. Sur le jardinage entre 15 et 17 euros de l'heure. Donc on voit encore une fois... Ça c'est le salaire que je vais récupérer. Voilà, c'est le salaire net que je vais récupérer en tant que prestataire. Donc on peut en faire réellement une... D'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, que vous soyez jobber, comme on dit, c'est-à-dire vous voulez proposer vos services ou que vous recherchiez un prestataire à domicile, eh bien, tapez youpjob.fr. C'est une jolie plateforme très intéressante pour nous tous et notre mieux vivre. Tout de suite, place à notre grand entretien du jour. Pascal Boniface reçoit Delphine O. Bonjour Pascal. Bonjour Delphine O. Bonjour. Peut-être pouvez-nous rapidement vous présenter votre vie d'avant d'être élu député. Oui, alors j'ai un parcours qui est pas tout à fait linéaire, qui ne me prédestinait pas à devenir député. Donc j'ai fait des études d'abord littéraires et plutôt de langue. Je suis diplômée de l'École normale supérieure avec une spécialité allemande, linguistique. Et puis très rapidement, je me suis intéressée aux relations internationales. J'avais fait un premier stage à notre ambassade de France en Corée du Sud et ensuite j'ai travaillé 2 ans au consulat de France à New York. Ensuite, j'avais repris des études à Harvard aux États-Unis. Et puis j'avais travaillé pour un think tank, mais non pas français, mais américain, le Stimson Center aux États-Unis. Qui est à Washington. Qui est à Washington, tout à fait. Donc je me destinais vraiment à une carrière plutôt internationale, dans les organisations internationales. Et vers 2013-2014, je me suis passionnée pour un pays qui commençait à émerger sur la scène internationale, l'Iran. On en parlait beaucoup. Donc j'ai ensuite passé 1 an en Iran, ce qui était assez atypique pour l'époque. Surtout venant des États-Unis. Tout à fait, avec une image. On ne pas regarder un peu avec suspicion. Surtout avec effroi à l'époque, mais c'était en fait l'année où l'accord nucléaire a été conclu, donc c'était une année très intéressante. Et ensuite, je suis rentrée en France, donc j'avais pas souhaité me lancer dans une carrière diplomatique en France, qui aurait pourtant été la voie naturelle pour moi, mais j'avais voulu conserver un peu de liberté et continuer à tâtonner un petit peu d'un côté et de l'autre. Et donc pendant 2 ans, j'ai lancé un média qui s'appelle Lettres Persanes, qui est spécialisé sur l'Iran, qui est basé en France. Et puis après, les hasards de la vie, et puis surtout l'arrivée d'Emmanuel Macron sur la scène politique française ont fait que je me suis engagée dans le mouvement En Marche. Et puis une chose en amenant l'autre, donc j'ai été élue députée en juin dernier. D'accord, et donc vous êtes parmi les jeunes parlementaires. Alors il y a beaucoup de nouveaux venus dans ce Parlement qui a été renouvelé de façon exceptionnelle, certainement dans les mêmes proportions qu'en 1958. Est-ce que parmi vos collègues, beaucoup ont une formation sur les questions internationales dans les nouveaux venus des nouveaux députés? Quel est l'appétit à la Commission des affaires étrangères des nouveaux députés qui sont pour la plupart donc République En Marche?
Alors c'est vrai que on a fait rentrer une grande partie de députés qui sont issus de la société civile. C'était une des grandes nouveautés de cette nouvelle législature, dont beaucoup sont issus du secteur privé, étaient chefs d'entreprise, PME ou TPE ou grandes entreprises, et n'ont pas forcément une carrière ou une connaissance très fine des relations internationales, simplement parce que voilà, ils viennent du privé, étaient très ancrés dans les territoires. Donc il y a quelques rares diplomates perdus un petit peu d'ici, de là, ou personnes qui ont eu une carrière à l'international, mais ça reste vraiment l'exception par rapport à la règle. En revanche, il y a un grand appétit, alors tout d'abord pour les questions européennes, au sein du groupe En Marche, évidemment, puisque c'est quand même une des marques de fabrique du macronisme, c'est ce pro-européanisme qui est très très ancré dans l'ADN des députés En Marche, et puis de manière générale, un appétit pour les questions internationales pour être plus investi. Alors vous avez dit que vous avez fait des études d'allemand. Est-ce que la connaissance de l'allemand vous aide dans vos échanges internationaux? Est-ce qu'il est encore utile d'apprendre l'allemand lorsqu'on parle aux Allemands, ou est-ce que on parle uniquement en anglais avec eux? Moi, je crois que les Allemands parlent mieux anglais que nous. Donc j'ai déjà effectué 2 voyages à Berlin. J'en refais un 3e début mars, là, dans quelques semaines. Malheureusement, alors que j'avais vécu à Berlin et que j'étais germaniste, j'ai perdu un peu de mon allemand. Donc je dois avouer que maintenant je m'exprime en anglais. Donc je sais pas si c'est un grand atout, mais clairement la connaissance de l'Allemagne, de l'histoire aussi des relations franco-allemandes, et donc de l'histoire européenne, in fine, est un plus, je crois. Vous pensez cette relance du couple franco-allemand ou du moteur franco-allemand? On attend toujours la formation du gouvernement pour relancer, alors que ça aurait dû normalement être réglé en septembre. En même temps, ne pensez-vous pas que le fait que la coalition soit avec des sociodémocrates et non pas des libéraux soit plutôt un atout pour la France, vu les projets du président de la République par rapport à l'Europe? Donc clairement, le positionnement pro-européen du SPD, le Parti social-démocrate, va plutôt en faveur ou dans la direction des projets du président Macron. Donc ça c'est une évidence. Après, il reste à voir effectivement si et quand cette coalition va être formée. Je pense que voilà, l'ADN très pro-européen du président n'est plus à prouver. Après, ceci dit, le couple franco-allemand est certes indispensable, incontournable. Le président l'a réaffirmé encore une fois quand Madame Merkel était ici récemment, mais il n'y a pas que l'Allemagne aussi en Europe, nous sommes encore non plus 28 mais 27, donc il faut aussi réussir à convaincre tous les autres partenaires. Cette année, je ne sais pas si vous avez vu, donc on va bientôt lancer les grandes conventions européennes qui avaient été annoncées pendant la campagne, donc je crois qu'il y a une bonne quinzaine de pays qui ont été convaincus de participer, d'organiser ces conventions, ces grandes consultations sur l'avenir de l'Europe. Donc l'idée c'est de faire participer les citoyens. On reproche toujours la construction européenne d'être faite par le haut et jamais par la base. Donc l'idée c'est de donner un peu de racines populaires à cette construction européenne. Voilà, surtout de consulter les peuples, la société civile, les citoyens. Mais est-ce que ça risque pas une fois encore de consulter les élites et non pas les peuples? Tout dépend du format selon lequel ce sera organisé. En France, ce sera le ministère des Affaires étrangères qui sera pilote, mais il y a un rapport parlementaire d'une de mes collègues, Valérie Gomez-Bassac, qui a été rendu au président sur justement le format de cette convention en France, et qui recommande d'impliquer très étroitement la société civile, les acteurs culturels, les acteurs artistiques, et pas seulement les acteurs institutionnels, on va dire des institutions de la République, les acteurs éducatifs aussi, évidemment, les écoles, les collèges, les lycées. Donc chaque pays va organiser selon son propre format. La France ne peut pas imposer à chaque gouvernement un mode d'organisation, mais je pense qu'effectivement on va vraiment recommander d'associer la société civile. Alors si je me faisais l'avocat du diable par rapport à la construction européenne, on a un gouvernement allemand qui est quand même moins solide, moins fort qu'auparavant, mais d'ailleurs ça peut peut-être laisser de l'espace plus à la France, mais on a un partenaire italien sur lequel on peut compter traditionnellement, mais avec le retour éventuel de Berlusconi, ça va être plus compliqué. On a un gouvernement allemand qui est toujours fragile, non seulement à cause de l'affaire de la Catalogne, mais par rapport à l'éclatement de la vie politique espagnole. Et puis à l'Est, des régimes qui sont assez peu sympathiques, de la Pologne à la Hongrie. Donc comment, plus la présence de l'extrême droite au gouvernement en Autriche, comment faire par rapport à ces vents contraires pour une Europe qui serait à la fois active, solidaire et ouverte? Bon, alors d'abord, je pense qu'il faut commencer par reconnaître ce qui est un peu évident, c'est qu'aujourd'hui, la France a pris le leadership de l'Europe, effectivement, pendant très longtemps, peut-être 5 ou 10 ans. C'était Madame Merkel, c'était l'Allemagne qui avait le leadership politique et économique sur l'Europe. Aujourd'hui, pour
réunion de circonstances qui est due peut-être à l'affaiblissement de Madame Merkel et notamment les circonstances autour des dernières élections et le fait que la formation de la coalition a traîné et continue de traîner en longueur. Et puis le charisme et l'affirmation d'Emmanuel Macron sur la scène internationale et donc européenne. Alors Emmanuel Macron a donné une impulsion, mais il faut effectivement voir si cette impulsion donne des résultats. Vous l'avez décrit, il y a des situations nationales qui sont compliquées. Vous avez cité l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, puis on peut citer aussi le Brexit, qui d'une certaine manière affaiblit aussi l'Europe, puisqu'on se vous laisse plus d'espace à la France. Vous laisse plus d'espace. On renforce automatiquement le poids de la France, seul membre permanent du Conseil de sécurité, seule vraie puissance militaire au sein de l'Union européenne. Tout à fait, mais je crois pas qu'il faut se réjouir en fait du retrait de certains de nos alliés, tout simplement parce que comme Macron l'a dit, aujourd'hui la souveraineté nationale elle passe avant et pour tout par la souveraineté européenne. Et donc plus on est européen, plus on est fort. C'est un petit peu le message qu'il a voulu faire passer pendant la campagne et qu'on continue de faire passer. Donc je ne crois pas que le fait que la Grande-Bretagne se retire de l'Union européenne ou que l'Allemagne soit dans une position de faiblesse nous aide en réalité. Peut-être que oui, ça donne un espace pour la France pour devenir le leader de l'Europe, mais nous serons toujours plus forts, plus nous serons nombreux et surtout solidaires et soudés. Et par rapport à la problématique des pays avec une dérive un peu à la fois autoritaire, attentatoire aux libertés publiques et avec un rejet des émigrés, enfin sur des réfugiés, surtout s'ils viennent du monde musulman, comment agir par rapport à la Pologne et à la Hongrie qui sont loin de partager les valeurs que l'on revendique en France? Alors je crois qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord, c'est une très grande fermeté vis-à-vis. Alors là, je parle pas de la question des réfugiés, mais les violations de l'état de droit qu'on peut observer en Pologne. La Commission s'est positionnée fortement sur ce sujet, mais également le président en Hongrie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Donc une très grande fermeté quant au respect des règles de l'Union européenne. Ça, Emmanuel Macron l'a montré. Et en même temps, ne jamais perdre le fil du dialogue. Je crois que c'est un fil conducteur de sa politique internationale, que ce soit avec ces pays comme avec d'autres pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis. Je pense qu'il est important de ne pas couper cette conversation, couper ce dialogue pour pouvoir justement se laisser des marges de manœuvre quand il est nécessaire d'influer ou de peser sur ces pays-là. Donc ça serait un peu la marque de fabrique de la politique de Macron. Je parle à n'importe qui, même si je suis pas d'accord, enfin je parle à tout le monde plutôt, même si je ne suis pas d'accord, de Donald Trump à Poutine, en passant par Orban et d'autres. C'est vraiment un mode de fonctionnement. Finalement, je crois que c'est un peu l'essence de la diplomatie, c'est garder ces canaux de conversation ouverts, même avec nos ennemis. On ne fait pas la paix avec nos amis, mais avec nos ennemis, comme disait, je ne sais plus qui disait, Yitzhak Rabin, je crois. Donc effectivement, je crois qu'on commence à voir quelques résultats arriver, peut-être dans la relation avec Poutine, surtout dans la relation avec Donald Trump. Donc le fait de ne pas ostraciser un président qui par ailleurs a pris certaines décisions qui vont vraiment à l'encontre des orientations françaises. Le fait d'établir une relation même personnelle, amicale entre le président Trump et le président Macron, j'espère pour arriver à certains résultats. Donald Trump a dit qu'il était possible qu'il revienne sur sa décision de sortir de la COP21, de l'accord de Paris. Nous verrons ce qu'il en est de l'accord nucléaire avec l'Iran, autre grand accord international dont les États-Unis ont décidé plus ou moins de se retirer. Je pense que si on coupe toute relation avec ces présidents dont la politique ne nous plaît pas, on se prive complètement de marge de manœuvre. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron s'est référé à de nombreuses reprises, enfin plusieurs reprises, au gaulo-mitterrandisme. Pour quelqu'un de la nouvelle génération comme vous, qui n'était pas encore rentré en politique à la fin du mandat de Mitterrand, est-ce que ces mots ont une signification ou est-ce que c'est un non-sens absolu ? Je crois que je ne connais pas de parti politique en France qui ne se réclame pas du gaulo-mitterrandisme, notamment en termes de politique étrangère. Donc beaucoup nient cette conception en disant que c'est une conception du passé, qu'elle est obsolète, que ça renvoie à des temps immémoriaux et que seuls des vieux ringards y sont accrochés.
Peut-être qu'il y en a, mais je crois que les principales figures politiques continuent quand même de s'en réclamer. D'ailleurs, y compris quand on va chercher dans les extrêmes, si vous prenez Jean-Luc Mélenchon, si je me trompe, il se réclame également d'une certaine conception gaulo-mitterrandienne de la politique étrangère. C'est assez curieusement un point d'ailleurs de convergence entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Tout à fait, qu'on peut retrouver aussi de l'autre côté des autres extrêmes. Ouais. Je crois qu'Emmanuel Macron a toujours tenu à s'inscrire dans une continuité historique, à la fois sur le récit national, sur l'identité, sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la politique étrangère. Donc il n'y a pas de rupture, il n'a jamais prétendu qu'il y ait une rupture flagrante dans la politique étrangère. En revanche, je crois que par rapport au précédent gouvernement, par rapport à la précédente mandature, il y a une différence sensible de méthode qui est celle qu'on décrivait. Aux deux précédentes, tout à fait. Et il y a une différence sensible de méthode que je décrivais juste précédemment. À la fois, c'est à parler à tout le monde, y compris par exemple à Bachar el-Assad en Syrie, à ceux qui ne nous plaisent pas, y compris pourquoi pas à la Corée du Nord. En même temps, garder une très très grande fermeté en ce qui concerne les sanctions, et puis conserver cette indépendance qui était chère à De Gaulle et à Mitterrand. Et pour conserver cette indépendance, c'est aussi justement avoir des relations avec tous les acteurs, par exemple dans la région du Moyen-Orient, rééquilibrer nos relations entre les puissances du Golfe, précisément l'Arabie Saoudite et l'Iran, pour ne pas se priver encore une fois de cette fameuse marge de manœuvre et pouvoir influer et peser sur des dossiers délicats. Alors vous avez travaillé dans des think tanks, dans des pays différents d'ailleurs. Vous êtes fixé un peu comme et vous êtes très active. Vous êtes une des parlementaires, vous êtes la parlementaire que l'on voit le plus dans les différentes réunions que organisent les think tanks. Vous êtes un peu fixé comme objectif d'aider à la formation de vos collègues aux questions internationales, puisque comme vous l'avez dit, beaucoup viennent de la société civile et n'ont pas forcément une habitude. Comment allez-vous vous y prendre pour accélérer un peu l'accoutumance aux questions internationales de vos collègues qui, eux, ne viennent pas du monde des think tanks? Alors effectivement, j'ai une affection personnelle et particulière pour les think tanks, puisque j'ai travaillé dans ce monde-là, et puis j'avais des relations avec certains think tanks, y compris à Paris, lors de ma carrière, de ma vie précédente. Donc comme je disais, il y a un très grand appétit pour connaître plus. C'est difficile aujourd'hui d'être toujours à jour sur tous les sujets, les grands thèmes, les grands points brûlants, on va dire, internationaux, partout dans le monde. Donc la commission, évidemment, institutionnellement organise des auditions très régulièrement, toutes les semaines. Nous recevons des personnes qui sont auditionnées, qui sont plutôt issues du monde institutionnel, donc des ministres, des secrétaires d'État, des politiques, on va dire. Mais je crois qu'il est aussi important de consulter ce qu'on appelle la société civile. Donc ça comprend évidemment les think tanks, qui sont un acteur incontournable de la connaissance, de la recherche et de l'influence en termes de relations internationales, mais aussi les ONG, les associations, pourquoi pas les dissidents. Donc il y a tout un tas d'actions qui sont menées. Moi j'ai fait le choix d'aller voir, de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller prendre contact avec tous les grands think tanks parisiens et français pour établir des relations privilégiées quand un parlementaire ou un groupe de parlementaires souhaite être à jour sur une question particulière, un thème particulier ou une zone particulière. Je crois qu'il est important de pouvoir consulter non seulement les décideurs politiques, c'est-à-dire le Quai d'Orsay et l'Élysée, mais aussi les think tanks, aussi les ONG qui sont actifs dans ce domaine-là. Vous voulez vous investir sur la diplomatie parlementaire et aussi un peu le rôle du Parlement. C'est toujours compliqué pour les parlementaires qui se heurtent à l'exécutif, au Quai d'Orsay. Quelle est, selon vous, la marge de manœuvre qu'un député, membre de la majorité, membre de la Commission des affaires étrangères peut avoir par rapport à la politique étrangère française ? Mais c'est vrai que la diplomatie parlementaire qu'on essaye un peu de réinventer sous cette législature, c'est un peu un objet non identifié. Donc comme vous le savez, la Constitution prévoit que la politique étrangère soit le domaine réservé de l'exécutif, du président. Donc les grandes orientations sont fixées par le président et la politique étrangère est exécutée, mise en œuvre par le Quai d'Orsay. Jusqu'à présent, on a une très bonne relation avec le Quai d'Orsay. Je veux dire qu'il n'y a pas de grande faille en termes de politique étrangère entre la majorité et le gouvernement. Il y a deux aspects en fait de la diplomatie parlementaire. Il y a la diplomatie institutionnelle, celle de la Commission des affaires étrangères, les auditions dont je vous parlais, les déplacements, les voyages officiels. Il y a également les groupes d'amitié. Vous avez plus de 150 groupes d'amitié au sein de l'Assemblée nationale. Mais vous avez aussi ce que j'appellerais une diplomatie peut-être d'initiative personnelle. Donc certains parlementaires, dont je fais partie, mais d'autres également,
choisissent de se déplacer dans tel ou tel pays pour aller sur place, voir ce qui se passe, rencontrer à la fois les membres du gouvernement, de l'exécutif, mais aussi, pourquoi pas, des leaders d'opposition, des dissidents. Vous avez des colloques, il y a des séminaires qui sont organisés pour sensibiliser le grand public et les parlementaires à des sujets, à des thèmes, à des zones, à des causes. Ça peut être la cause kurde ou d'autres causes particulières. Donc voilà, la différence, je crois, entre l'exécutif et le législatif, de ce que j'ai pu noter jusqu'à présent, c'est que les parlementaires ont une plus grande liberté de parole quand il s'agit de critiquer ce qui se passe dans un pays. Évidemment, le Quai d'Orsay, les représentants du ministère ont des relations diplomatiques qui sont un peu plus contraintes, on va dire, en ce qui concerne leur capacité à s'exprimer, à critiquer, que ce soit les violations des droits de l'homme ou tout un tas d'autres sujets. Les parlementaires, et parfois c'est même le Quai d'Orsay d'ailleurs qui pousse les parlementaires à s'exprimer de façon plus forte. Donc il y a une division du travail entre l'exécutif et le législatif alors. Qui n'est pas inscrite dans des textes, évidemment, rien ne commande que ce soit que ça se passe d'une telle manière, mais il y a cette marge de manœuvre de la part des parlementaires. Parfois, ce n'est pas le Quai d'Orsay qui nous pousse, c'est aussi nous qui prenons volontairement la parole pour attirer l'attention du public français et de nos collègues députés sur tel ou tel sujet. Beaucoup de parlementaires, surtout comme dans votre cas, élus pour la première fois, hésitent un peu à s'engager à l'international. Ils ont peur de perdre le contact avec leurs électeurs, que leurs électeurs leur reprochent quand on part à l'étranger de passer son temps en dehors, à passer du bon temps et à ne pas travailler. Comment gérez-vous ce problème avec vos électeurs? Comment expliquer à vos électeurs que ça fait partie de votre mission d'aller à l'étranger et que c'est également une façon de les représenter? J'avoue que si j'avais la réponse à cette question, je serais très heureuse. Je l'ai pas encore trouvée, mais il me reste 4 ans et demi de mandat, donc j'espère l'avoir trouvée d'ici la fin. En prenant mon exemple personnel, donc moi je suis très impliquée sur les questions du Moyen-Orient et notamment de l'Iran. C'est vrai que quand je fais une réunion de bilan de mandat et que j'explique que je vais mener une délégation parlementaire tripartite, donc franco-britanno-allemande, aux États-Unis pour aller soutenir l'accord nucléaire avec l'Iran, j'ai un peu du mal à justifier auprès de mes électeurs, surtout dans une surtout que l'Iran n'est pas un pays forcément sympathique pour beaucoup. Je ne sais même pas si c'est le sujet, c'est simplement que moi je suis élue du 19e arrondissement de Paris, où il y a des quartiers populaires, des difficultés socio-économiques très fortes. C'est vrai que cette préoccupation peut paraître très 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 éloignée des préoccupations quotidiennes des habitants du 19e arrondissement. C'est un travail de pédagogie qu'il faut faire, comme on fait un travail de pédagogie au sein du Parlement, il faut le faire aussi en dehors des murs du Parlement, dans la circonscription, pour expliquer, comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, que la politique étrangère est intimement liée à la politique intérieure. On l'oublie souvent en France, et d'ailleurs les relations internationales, vous le savez bien, sont souvent les grandes oubliées des débats dans les campagnes présidentielles et de manière générale dans les médias. Donc c'est tout un travail de pédagogie qui est à faire. Je pense que sur l'Europe, c'est plus facile aujourd'hui, puisque la dimension européenne des politiques nationales est beaucoup plus intégrée. Au-delà de l'Europe, c'est un petit peu plus difficile. Quand on parle de guerre et de paix, ça peut paraître assez basique et en même temps assez éloigné des préoccupations quotidiennes. Mais on fait ce travail de pédagogie. Alors, je crois que vous êtes la seule parlementaire qui a passé une année en Iran, qui a vécu l'Iran. Vous le connaissez bien, ce pays. Est-ce que vous pensez que l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, qui, pour résumer, garantit que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire du fait d'inspections très poussées sur son programme nucléaire, mais qu'en échange, l'Iran soit réintégré dans la communauté internationale. Est-ce que cet accord va résister aux assauts de Trump, soutenus également par Israël et l'Arabie Saoudite, qui veulent également faire capoter cet accord ? Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous répondre par la positive. On est encore dans l'expectative de ce que va décider le président Trump. Il y a eu un peu des hésitations. Il a renvoyé le dossier au Congrès, qu'il a renvoyé à Trump, qu'il a renvoyé au Congrès. On n'est pas très bien engagé, pour être tout à fait honnête. Ceci dit, les Américains aujourd'hui n'ont pas de plan B, c'est-à-dire que ils critiquent très fortement cet accord, mais ils n'ont pas proposé un autre accord. Et très clairement, le message aujourd'hui que notre diplomatie et nous parlementaires nous faisons passer au Congrès américain. Quand je dis nous parlementaires, c'est les parlementaires français, mais des E3 aussi, c'est-à-dire les parlementaires britanniques et allemands. Parce que y compris Theresa May soutient l'accord nucléaire iranien. Tout à fait, c'est un sujet sur lequel on est en accord avec les Britanniques et les Allemands, et c'est un vrai sujet d'ailleurs de diplomatie européenne.
européenne qui est assez intéressant à suivre. Donc le message qu'on fait passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'autres grandes coalitions. Il nous a fallu 12 ans pour aboutir à cet accord. C'est un des grands succès de la diplomatie européenne, américaine, mondiale. Il n'y aura pas, si les États-Unis décident de revenir sur cet accord, mais souhaitent créer une autre coalition et un autre accord, nous ne le ferons pas. Donc il n'y a pas, c'est un peu l'accord ou rien finalement. Évidemment, il faut continuer de parler sur les sujets régionaux, l'implication de l'Iran en Syrie, le programme balistique, etc. Mais on continue aussi de séparer ces deux sujets. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de la société iranienne? Vous y avez vécu à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que les forces que l'on peut qualifier rapidement de modernistes, qui soutiennent Rouhani et au-delà, peuvent l'emporter, ou que les pasdaran, que les gardiens de la révolution ont toujours une main solide sur la société iranienne? Alors, d'une certaine manière, elles l'ont déjà emporté, puisque le président Rouhani a été élu, puis réélu, après la période un peu noire de Ahmadinejad, dont on se souvient, notamment en 2009, avec la répression des manifestations. Donc ça témoigne d'une orientation de la société iranienne que moi j'ai pu observer, notamment dans les grands centres urbains, qui est extrêmement moderne, qui est très occidentalisé, très capitaliste même, plus libéral presque que la France, très sécularisée. C'est la société la plus laïque, en fin de compte, du Moyen-Orient, de façon assez paradoxale. Il y a évidemment des tensions. Tout n'est pas très, noir ou blanc. C'est-à-dire que vous avez même au sein des gardiens de la Révolution, vous avez plusieurs tendances. Vous avez une multiplicité de centres de pouvoir en Iran. Je pense que de manière générale, la société pousse, oui, vers cette modernité, vers cette occidentalisation, vers une ouverture surtout sur le monde. C'est pas nécessairement adopter les modes de vie occidentaux, mais il y a une très très grande soif de quitter ce statut de paria que l'Iran a eu pendant 10 ans et de réintégrer la scène internationale. Est-ce qu'on peut parler d'un axe pasdaran-Trump pour casser l'accord nucléaire? Un axe plutôt, je dirais, des néoconservateurs de tout poil, qu'ils soient aux États-Unis, en Iran, en Israël, en Arabie Saoudite, et effectivement qui se sont retrouvés assez paradoxalement sur ce sujet-là. Mais les pasdarans, les gardiens de la Révolution, certains. Vous écoutez il est 10h. IDFM Radio Anguin vous propose une diffusion.